Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'alcool. Anthropologie d'un OBJETFRONTIER. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Philippe Zarifian, La question écologique, 2011. Anne Lavanchy, Anaïs Gajardo, Fred Dervon, Souladir, Anthropologie de l'interculturalité, 2011. André Ducret et Olivier Meuchler, Souladir 2, Nouveaux regards sur les pratiques culturelles. Contraintes collectives, logiques individuelles et transformation des modes de vie, 2011. Frédéric Mollet, Servir. Engagement, dévouement, asservissement, les ambiguïtés, 2011. Bernard Formoso, L'identité reconsidérée. Des mécanismes de base de l'identité à ses formes d'expression les plus actuelles, 2011. Hermano Roberto THIRYCHERQUES, Survivre au travail, 2011. Isabelle Loyodis, Philippe Plat, Nouria Rajadell Puigros, Souladir.de, Université et formation tout au long de la vie, un partenariat européen de mobilité sur les thèmes de l'éducation des adultes, 2011. Maxime Kijou, Flavienne Lana, Raoul Mata, Julien Rebottier et Gildas de SECHELLES, Souladir 2, Culture et inégalité. Enquête sur les dimensions culturelles des rapports sociaux, 2011. Isabelle Bianchis. L'alcool. Anthropologie d'un OBJETFRONTIER. L'Harmattan. Du même auteur. 1988, De l'homme au vin Géclop. Thionville. 1994, L'art et la vigne, Le Verger Strasbourg. 1997, Usage culturel du corps Dire. Ibianchis, Séméchin, dès le Breton, L'Harmattan Col. Nouvelles études anthropologiques. 1998, Anthropologie du sensoriel, les sens dans tous les sens, Dire. Séméchin, Ibianchis, dès le Breton, L'Harmattan Col. Nouvelles études anthropologiques. 2000, Le corps, son ombre et son double, Dire. Ibianchis, Séméchin et dès le Breton, L'Harmattan Col. Nouvelles études anthropologiques. 2004, Anthropologie des orifices, Dire. Ibianchis, Séméchin, dès le Breton, L'Harmattan Col. Nouvelles études anthropologiques. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 56 648. EAN 9 782 296 566 408. L'univers tout entier concentré dans ce vin. Apollinaire. Avant-propos. Les travaux explorant les pratiques liées à la consommation de l'alcool sont nombreux. Pourtant, pendant très longtemps, avant d'intéresser les spécialistes des sciences sociales, ce sont surtout des approches de type biologique et médical, historique, géographique ou encore économique qui ont prédominé. Le retard a commencé à se combler dans les années 1970 aux États-Unis avec des publications relevant des alcool studies 1, puis en Europe des travaux sociologiques et anthropologiques de grande qualité vont voir le jour à partir des années 1980 avec pour exemple le texte important de Mary Douglas, Constructive Drinking, Perspective on Drink from Anthropology, publié pour la première fois en 1987. En France, citons, entre autres, les études d'Alphonse Doutot, Sciences sociales et alcool, parues en 1995,
de Véronique Naumgrapp, La culture de l'ivresse, essai de phénoménologie en 1991, Histoire et alcool en 1999 jusqu'à Soif d'ivresse, paru en 2005, ou encore de Sylvie Fenzang sur l'ethnologie des anciens alcooliques. La liberté ou la mort, paru en 1996. Comme le rappelle très justement Lionel Obadia dans son introduction à un numéro de la revue Socio-Anthropologie consacré au boire de, les sciences humaines ont largement dissocié le biologique du social et du culturel, et c'est dans l'opposition entre un ethos et un pathos du boire que se joue la résistance ou l'implication des sciences de l'homme dans le domaine des études alcoologiques. L'ethnologue a vocation à se pencher sur les pratiques et les représentations. Or, l'alcool, dont les usages obéissent à des conduites culturellement codifiées, s'avère un véritable objet anthropologique. L'étude que nous présentons ici cherche à porter un regard comparatif sur deux sociétés pour mieux éclairer l'étonnante articulation qui se dessine à l'observation entre l'objet alcool et l'ensemble des représentations qui, dans ces sociétés, donnent sens et forme au monde. Ainsi, dans cet ouvrage il sera moins question d'alcoolisation et de pathos que de pratiques sociales et culturelles en relation avec des alcools et les fonctions qui leur sont associées au cœur d'un système de correspondances multiples destiné à penser l'organisation sociale. Étudier la place accordée à l'alcool dans une société représente en réalité une voie d'accès magistrale à la compréhension de celle-ci. Marcel Mauss écrivait que l'étude des boissons fermentées conduit tout droit à la religion, mais le rapport à la religion n'épuise pas le sujet et nous verrons qu'au-delà du lien entre religion et alcool, les pistes suivies nous conduiront à envisager bien d'autres objets, parce que l'alcool non seulement permet de saisir les manières dont les sociétés construisent leur rapport à leur environnement, leur relation à l'autre, proche ou lointain, mais aussi les modalités de transformation des catégories culturelles en prise avec elle apostrophe. Histoire et les contextes sociaux et économiques. Les pratiques de consommation livre à l'ethnologue des clés de lecture pour décrypter valeurs et idéologies dans leur temporalité. La multiplicité des questions, des approches disciplinaires et des auteurs ayant abordé le thème d'alcool force à la modestie. Nous ne chercherons pas ici à faire œuvre d'exhaustivité. Nous proposerons simplement à partir d'une longue expérience de terrain d'explorer une voie anthropologique, utilisant la consommation alcoolisée comme outil, capable de matérialiser le raffinement et la complexité de la pensée humaine. Cette réflexion sera menée à partir de la comparaison de deux sociétés que l'on pourrait qualifier de traditionnelles, mais il est certain que de nombreux éléments auraient pu être ajoutés si nous avions élargi notre propos, en prenant en compte les foisonnants travaux consignés dans des enquêtes ethnographiques menées par nos collègues dans une multitude de sociétés. Ces derniers nous ont été indispensables pour penser notre objet. Cela étant, nous avons choisi délibérément de nous concentrer sur les terrains que nous connaissions le mieux pour construire notre démonstration. 25 ans de recherche en France et en Mongolie, auprès des viticulteurs alsaciens ici et des éleveurs nomades là-bas, dans des sociétés productrices de boissons alcoolisées m'ont conduite à explorer la relation intime qu'entretient l'homme avec son environnement entendu au sens large du terme. Si l'étude de l'alcool, de sa production et de sa consommation, fut à l'origine un sujet relativement circonscrit, il s'avéra, au cours des années, une clé ouvrant sur les multiples registres qui constituent les formes de pensée de soi et de sa relation aux autres, du monde environnant proche et lointain. Il devint ainsi un fil conducteur pour interroger le rapport que l'on entretient avec son propre corps, les représentations de l'espace, organisation de l'habitat, paysage viticole ou relation aux animaux, maîtrise et communication avec les espaces physiques naturels et surnaturels, ou encore les conceptions relatives au cycle temporel. Le fil directeur des alcools constitue une entrée possible pour dérouler une culture, et c'est celui que nous avons privilégié, mais l'habitat ou l'alimentation en général, les rituels, les règles matrimoniales auraient de la même façon pu être envisagés. La recherche ethnographique a toujours été sous-tendue par une réflexion théorique sur les conditions conceptuelles générales des représentations alimentaires, c'est-à-dire les principes sur lesquels se fonde la classification des aliments et les rapports entre cette taxinomie et plus largement les comportements culturels. Dans cette optique, estimant essentielle la manière dont les sociétés définissent leur relation à la nature et à la culture,
il paraît évident que les pratiques alimentaires et plus précisément les pratiques liées à la consommation de l'alcool peuvent bien se révéler comme un axe central réfléchissant l'ensemble de l'organisation sociale. En effet, chaque société opère une hiérarchie de valeurs et de goûts pour l'ensemble des produits qu'elle a sélectionnés et chacune d'entre elles élit un aliment qui incarne le sommet des valeurs. C'est le cas par exemple du vin et du pain en France, des produits laitiers et en particulier des alcools de lait en Mongolie. Que l'on considère les choix alimentaires et culinaires, la fonction de marqueur identitaire de ceux-ci, fort bien suggérée par l'adage de Brillat-Savarin, « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es », ou encore l'aspect calendaire défini ou non par les disponibilités saisonnières, il faut éviter le piège de dissocier l'homme biologique et l'homme social car physiologie et imaginaire sont étroitement mêlés dans l'acte alimentaire. L'acte de boire et de boire de l'alcool renvoie dans toutes les sociétés qui autorisent sa consommation au registre de la sociabilité tout autant qu'à celui de la communication avec la surnature, ou le monde divin. Mais il renvoie également au rite d'identification collective, et dans ce sens, les sujets d'études comme les alcools de lait en Mongolie ou le vin en France apparaissent comme des révélateurs d'identité, surtout dans les zones de production, malgré les modifications de comportement liées à l'introduction de nouveaux modèles. Nous chercherons à démontrer ici que l'alcool, quel que soit l'angle d'étude adopté, apparaît toujours comme une zone frontière entre des mondes qui se réfléchissent et qui trouvent leur sens dans cette confrontation. Ligne de partage, limite, fracture selon les cas, toujours définie par des codes sociaux qui indiquent le moment du seuil, inscrit dans un contexte spatial ou temporel, opérant une transition entre ordre et désordre, monde humain et animal, homme et Dieu, hommes et femmes, catégorie du chaud et celle du froid, temps festif et temps profane, solidarité et anomie, corps sain et corps malade, etc. Ainsi, appréhender les modes de consommation, les types de produits, les lieux, les temps, les rythmes qui leur sont réservés, renvoie à positionner l'ensemble des catégories élaborées par les sociétés pour se doter de principes d'organisation. La consommation de l'alcool répond à des exigences, à des contraintes qui ne font que répercuter les catégories définies pour donner du sens à l'environnement social et naturel. Or la plupart des auteurs qui se sont penchés sur le sujet abordent la consommation alcoolisée souvent dans les mêmes termes, y voyant deux fonctions: sociabilité entre les hommes et communication avec les dieux. Cependant l'examen des modalités du boire nous livre bien davantage. Ces dernières ne sont que le reflet de l'immense machinerie à organiser le monde, n'opérant aucune dissociation entre l'homme et son milieu de vie, l'un et l'autre se modelant dans un processus dynamique. Les enquêtes menées ont porté sur des sociétés rurales dans lesquelles, même lorsque nous sommes en présence de forts systèmes dualistes, il n'existe jamais de séparation absolue entre nature et culture. Cette dichotomie communément admise dans les sociétés occidentales ne s'avère pas pertinente, et comme le souligne Philippe Descola dans son discours inaugural au Collège de France, chacun sait qu'il s'agit là d'une fiction tant se croisent et se déterminent mutuellement les contraintes universelles du vivant et les habitudes instituées, la nécessité où les hommes se trouvent d'exister comme des organismes dans les milieux qu'ils n'ont façonnés en partie et la capacité qui leur est offerte de donner à leurs interactions avec les autres entités du monde une myriade de significations particulières, Descola, 15 à 16. De fait, il s'avère impossible d'évoquer les modes alimentaires sans se référer aux sources, réelles ou symboliques, et aux milieux d'approvisionnement. Parler et faire parler des pratiques de consommation de l'alcool en milieu rural producteur renvoie nécessairement aux discours et aux techniques concernant l'origine du produit, le milieu qui permet son épanouissement, son mode d'acquisition, les processus de transformation pour enfin déboucher sur les modalités pratiques de consommation. Ce qui signifie que non seulement on ne peut éviter les interpénétrations constantes entre compréhension des modes d'appropriation de l'environnement et règles sociales déterminant les usages, mais de plus, seule cette voie permet à l'ethnologue de rendre compte de la façon dont les individus forment des systèmes. Penser le monde renvoie à une opération conceptuelle dans laquelle chaque catégorie ne trouve une définition que dans un rapport à une autre. Les oppositions binaires font intrinsèquement partie du processus par lequel passe la pensée humaine. Il est nécessaire que toutes les descriptions du monde fassent ainsi la discrimination des catégories. P est ce que non P n'est pas 3. Cependant la scène sur laquelle se construisent et s'organisent ces mises en ordre peut être représentée en réalité par un balancier à 3 composantes, dans un plateau,
le monde, l'ensemble des composantes identifiées que l'on veut définir. Dans un second plateau, le double de ce monde ou son inverse selon le cas qui représente le miroir ou l'envers des catégories. Au milieu, le balancier, un agent chargé de contrôler les équilibres. Quand Françoise Héritier explore la valeur différentielle des sexes comme fondement de toute pensée, elle place au centre de sa démonstration le corps humain comme modèle et en particulier les représentations de la gestion des flux et leurs extensions sociales, symboliques et politiques. Quand Georges Audricourt s'attelle à la domestication des plantes et des animaux, il restitue l'ensemble de l'échiquier qui forme la pensée symbolique et les pratiques sociales. Les ethnologues relèvent tous dans leurs travaux la mise en relief des correspondances qui permettent d'expliquer les actes et les idéologies, insistant sur cette question des équilibres car aucune société ne structure son environnement sans mobiliser cette dimension. Tout est une question de gestion des équilibres. Nous postulons ici le rôle éminemment central des boissons alcoolisées. L'alcool est agent de liaison entre les catégories. Il forme un SAS qui permet l'accès, le passage de l'une à l'autre. Ce rôle d'agent de liaison se révèle dans la fonction sociale et symbolique qui lui est dévolue, conditions de la sociabilité, conditions d'accès au divin, partage des sexes, des âges de la vie, du monde domestique et du monde sauvage, etc. Mais en même temps qu'il se situe à la frontière du partage, il doit également être considéré comme ayant un rôle d'agent de ce que l'on pourrait qualifier de métamorphose. Qualité liée à son essence même, associée généralement au feu, donc à la cuisson, il renvoie à la gestation et à toute forme de vie. Il est ainsi principe de vie par sa fonction de passeur d'un état à un autre et agent de transformation. La gestion des équilibres relève d'une représentation dans laquelle deux parties se répondent. Il existe de ce fait l'idée d'une zone frontière, d'une limite qu'il nous faudra appréhender à défaut de la définir. Évoquer la limite renvoie à la fois à la définition de deux zones tout autant qu'à celle du seuil, et évidemment de la transgression. Si l'alcool peut servir de clé d'entrée pour aborder la mise en ordre du monde, il faut pour le comprendre aller au-delà de sa fonction sociale ou rituelle et chercher ce qui constitue son essence même. Or, intimement associé au feu assorti de son corollaire la vie ou la mort, selon que l'on se trouve dans la mesure ou la démesure, l'alcool peut jouer le rôle d'agent de transformation. Évoquer la mesure et la démesure suscite immédiatement l'idée de la gestion des équilibres, cette dernière faisant intervenir les conditions d'une grande maîtrise. La mise en place de règles précises concernant le boire, permettant d'identifier ce qui relève de l'ordre ou au contraire du désordre, leur maîtrise ne peut être assurée que par certains. La figure emblématique de Dionysos, telle qu'elle a été abordée par Nietzsche, mais aussi plus récemment par Robert Triomphe, nous servira à comprendre les modèles en présence et précisément la place de l'alcool comme facteur liant les processus de création, destruction, création. En abordant ce thème, nous mettrons l'accent sur les dynamiques et les enjeux qui président aux grandes mutations. Mais la maîtrise se trouve directement liée également à la notion de pouvoir. Cette dimension s'avère fondatrice d'une supériorité de fait, jamais remise en cause, du masculin sur le féminin. Il nous faudra décortiquer les aspects physiques et symboliques qui justifient cet état. Cet ouvrage sera articulé autour de chapitres de dimensions inégales. Le premier, consacré à une présentation de l'alcool à partir de l'exploration de sa fonction d'objet frontière, sera suivi d'une seconde partie, dans laquelle nous proposerons un tableau synthétique de nos deux monographies assorti d'une réflexion sur la méthodologie employée. Les chapitres ultérieurs serviront à mettre le terrain à l'épreuve des concepts, fournissant au lecteur la présentation la plus exhaustive possible des données car c'est la richesse du terrain ethnographique qui peut alimenter la pratique anthropologique. Ces données feront l'objet d'un classement autour de différents points d'ancrage articulés autour de la construction des territoires, de l'expression des temporalités, des rituels de consommation ou encore des processus de mutation. Un chapitre conclusif nous permettra de revenir sur le concept d'objet frontière. Un présenté par Dwight Bayes, 1987, Anthropology and Alcohol Studies, Current Issue, Annual Review of Anthropology, volume 16 sur 99-120. 2 Obadia Lionel, 2004, Le boire, une anthropologie en quête d'objets, un objet en quête d'anthropologie, socio-anthropologie numéro 15 en ligne.
3 formules proposées par Ronald Edmund Leach dans son ouvrage L'unité de l'homme et autres essais, traduit par G. Durand et T. Jolas en 1980, publié chez Gallimard. Chapitre 1. Les alcools, une ligne de partage pour penser les formes d'objectivation du monde. L'anthropologie de l'alcool prend place plus largement dans une anthropologie de l'alimentation, et là encore, les travaux explorant la thématique alimentaire sont abondants. Cette dimension biologique et sociale, essentielle pour qui observe les modes de vie, a fait l'objet d'approches contrastées selon les auteurs et selon les époques, fournissant chacune à sa manière, des outils conceptuels et méthodologiques aux générations futures d'ethnologues. Jack Goody IV propose une présentation chronologique et synthétique de ces contributions, afin d'éclairer la lente maturation qui s'est opérée depuis le XIXe siècle, permettant le passage d'une ethnologie qui abordait l'alimentation d'une manière parcellaire et empirique à la définition d'un modèle général applicable à l'ensemble des catégories qui composent le social. L'auteur souligne justement les interactions permanentes entre le contexte social et historique dans lequel les ethnologues ont œuvré, et la façon dont ils ont procédé pour construire leurs recherches. Mais tout questionnement scientifique se trouve étroitement dépendant de représentations situées localement et historiquement. Au XIXe siècle, quand Fraser et ses contemporains s'intéressent à la question alimentaire, ils le font à travers l'étude des rituels religieux, la notion de tabou, la communion alimentaire entre les hommes et leurs dieux, les rituels du sacrifice, le culte rendu aux ancêtres forment les supports les plus fréquents pour disséquer les pratiques alimentaires. The attention of the early anthropologists, many of whom were continuously wrestling with their own religious practices and beliefs, was directed towards the ritual and supernatural aspect of consumption. Goody, 1982/12. Nous sommes encore loin de la théorie du fait social total. L'alimentaire reste analysé uniquement par le prisme du religieux. Les fonctionnalistes vont renouveler la question et étendre leurs investigations à tous les domaines du social. L'insistance de recueillir soi-même les données sur le terrain va conduire les chercheurs à observer la vie des populations qu'ils côtoient et à évaluer à sa juste place l'importance de la nourriture dans la vie quotidienne et festive. L'enquête de Radcliffe Brown dans les îles Andaman ou les recherches aux îles Taubriand menées par Malinowski mettent l'accent non seulement sur l'importance de la quête de nourriture mais aussi sur la fonction sociale de l'alimentation. When anthropologists working in the functionalist tradition discussed the symbolism of cooked food, Audrey Richard did in Land Labour and Diet in Northern Rhodesia, 1939/127, they referred to the way a transaction in food acted as an indicator of social relation. Goody, 1982/13. Audrey Richard, en effet, dans ses monographies consacrées à des sociétés de l'Afrique subsaharienne, va souligner la nécessité de travailler sur les coutumes alimentaires, plaçant la quête de nourriture au cœur de l'organisation sociale et politique. Nous sommes là dans une perspective purement fonctionnelle dont les points d'appui reposent sur la primauté d'une activité qui détermine toutes les autres, Verdier, 1969. La théorie structurale élaborée par Claude Lévi-Strauss dans les années 1960 conduira à révolutionner une fois encore l'approche de l'alimentation. En s'interrogeant sur les principes universaux qui gouvernent les pratiques, Lévi-Strauss consacre une grande partie de ses mythologiques à la question de l'alimentation. Le cru et le cuit en 1964, Du miel aux cendres, 1966, L'origine des manières de table, 1968, et pose les bases d'un modèle théorique développé dans un article publié en 1965 dans la revue L', sur le désormais célèbre triangle culinaire. En opposant le cru et le cuit, Claude Lévi-Strauss cherche à rendre compte de la manière dont les hommes opèrent une séparation entre l'état de nature et l'état de culture, et le feu sert ici d'agent de transformation. La cuisine, tout comme la sexualité, symbolisée par le tabou de l'inceste, serait alors une des conditions à l'émergence de l'humanité. Le passage du cru au cuit s'opère par une transformation culturelle, alors que les passages du cru au pourri sont des processus naturels. Entre les sommets du triangle, des situations intermédiaires apparaissent, le rôti et le bouilli. Le cas de l'alcool est intéressant à replacer dans ce contexte. Où se situe-t-il dans ce schéma, du côté du bouilli et du pourri ? Ou bien, faut-il envisager une autre catégorie ? Dans un article paru dans l'Homme en 1969,
Jacques Dourne se demande si chez les Yorets qu'il étudie, ethnie proto-indo-chinoise du groupe malayo-polynésien, le fermenté ne se situe pas du côté du pourri. J'ai cherché ce qui manquait entre grillé et bouilli. Une phrase de Bachelard, la psychanalyse du feu, m'a mis sur la voie. La viande cuite représente avant tout la putréfaction vaincue. Elle est avec la boisson fermentée, le principe du banquet, c'est-à-dire le principe de la société primitive. Comme le grillé a repoussé le rôti à mi-chemin vers la fumée, je me demande si le fermenté qui se produit après une très longue cuisson ne repousse pas le bouilli. Dourne, 1969/43. L'auteur rappelle d'ailleurs que Claude Lévi-Strauss a suggéré la commutativité du pourri et du fermenté dans les tribus sud-américaines qui font des boissons alcoolisées. Cette proposition peut s'appliquer à la perception des alcools tels que j'ai pu l'observer sur mon terrain français, où indéniablement celle-ci relève de la catégorie du bouilli. Le vin cuit quand il fermente, il bout dans la cuve. Mais qu'en est-il du côté mongol ? Robert Tamayon, dans un très bel article consacré au symbolisme de l'os et de la chair, reprend le schéma du triangle culinaire en le confrontant aux catégories définies pour penser l'alimentation et par là le système social mongol 5. L'alimentation ici se compose presque exclusivement de viande et de laitage et les Mongols ne consomment la nourriture ni crue, ni grillée ou rôtie. Le cas mongol déroge donc au principe du schéma défini par Lévi-Strauss. Les viandes se répartissent entre le séché, le bouilli et une cuisson à l'étouffée avec entre les deux, la cuisson à la vapeur introduite par les Chinois. Les laitages entre séchés, dérivés de l'ébullition, et fermentés avec entre les deux, le distillé. Mais si le plat de viande est indissociable de la vie sociale, la prise de laitage diffère selon qu'il s'agit de préparation lactée simple ou alcoolisée, fermentée ou distillée. En ce qui concerne les pratiques de consommation, Robert Tamayon propose une répartition des produits selon que l'on a affaire à une consommation personnelle ou destinée à honorer un hôte. On remarque alors une homologie établie entre cuisson à la vapeur et distillation, qui si elle est évidente sur un plan technique, l'est aussi sur un plan social car elles sont associées toutes deux au caractère festif et à la tradition d'hospitalité. Par ailleurs, l'auteur rapproche la cuisson à l'étouffée du fermenté. En ce qui concerne la relation entre le produit et son utilisation sociale, le bouilli ne présente pas dans les deux cas le même type de hiérarchisation. Celle-ci est sociale pour la viande, mais n'est que chronologique pour les dérivés de l'ébullition du lait. Autrement dit, les morceaux de viande bouillie sont réservés chacun à une catégorie d'individus socialement définis par l'âge, le sexe, la parenté, tandis que les laitages peuvent être consommés par tous, la seule restriction étant dans L'. Ordre de consommation entre les individus, ordre basé sur les critères hiérarchiques habituels, Amayon 116. Ces informations ne viennent pas contredire l'hypothèse d'une catégorie intermédiaire qui pourrait servir à identifier les boissons alcoolisées. Le lait fermenté et le lait distillé représentent tous deux des boissons transformées par un feu, réel ou symbolique. En réalité, le distillé et le fermenté définissent tous deux un produit qui se transforme sans déperdition de substance et dans une enceinte close sur elle-même. Lévi-Strauss, 1965/24. Tous deux renvoient au processus de fermentation, dont nous reparlerons. Or, entre fermentation et décomposition se situe une limite critique qui, sans l'action de l'homme, ou de la nature sur la matière, ferait basculer le sublimé vers le toxique. Ils ne sont ni bouillis, ni cuits, ni pourris. Ils trouvent leur position entre nature et culture, formant en fait une catégorie qui renvoie à autre chose, celle de la relation entre les hommes et entre les hommes et la surnature. C'est ce que nous essaierons d'explorer dans la partie consacrée à la mise à l'épreuve des concepts sur nos terrains. Si Claude Lévi-Strauss nous invite à penser la nourriture, les nourritures bonnes à penser, comme un ensemble de codes, mais qui peuvent être ramenés à un schéma permettant d'expliquer tous les comportements sociaux, nous retrouvons dans les travaux de Mary Douglas la même idée. La nourriture incarne les relations sociales, elle demande donc à être déchiffrée. Concernant la consommation des alcools, elle pose la question de la perspective anthropologique dans laquelle s'insère l'analyse du boire, rappelant dans le chapitre introductif de l'ouvrage Constructive Drinking, un principe qui nous a toujours semblé une évidence. L'ethnologue aborde les alcools sous l'angle d'une lecture culturelle et non en termes de pathologie. Il s'agit bien de saisir la manière dont se construisent monde réel et monde imaginaire à travers les modalités culturelles de la consommation,
et non de se pencher sur le phénomène de l'alcoolisme en tant que problème social. Si cette dimension ne peut pas être occultée dans les travaux, elle est alors perçue par le biais de ces manifestations culturelles. La notion de frontière. Penser le monde, c'est opérer des classifications entre ses composantes. Sans vouloir entrer dans le débat soulevé par l'idée d'un schéma systématiquement dualiste dans lequel se répartiraient en opposition les éléments de la réalité objective, matérielle et immatérielle, il faut reconnaître malgré tout que sélection et organisation de ces composantes se situent en relation les unes avec les autres et que cette relation entraîne nécessairement la comparaison, un élément n'existant, ne prenant sens que par rapport à un autre ou un ensemble d'autres. Cette position mise en forme sur un plan théorique par Claude Lévi-Strauss nous amène à nous pencher sur l'axe qui fait le partage, celui qui matérialise la différence. Dans le cas étudié ici, nous postulons d'une part que l'alcool peut être appréhendé comme ligne de partage et que d'autre part cet objet frontière-ci est de surcroît doté d'un pouvoir qui lui est propre, d'une essence qui le caractérise et le rend vivant. Il n'est pas question d'une ligne inerte, fluctuant au gré des parties qu'elle divise, mais au contraire d'un agent actif de métamorphose. Ces deux postulats nous guideront tout au long de notre parcours. Une définition de la frontière renvoie à la manière dont les cultures construisent leur perception du milieu dans lequel elles s'insèrent et en particulier, de ce qui sépare ce qui est entendu comme ordre, en opposition au désordre, tout en sachant que l'univers du désordre répond autant à des catégories ordonnées que le premier. Ces concepts paraissent opérants pour aborder la géographie spatiale ou temporelle, tout autant que la différenciation sexuelle. Dans le cas de la consommation d'alcool, les lieux de production, de stockage, de transformation des boissons, les lieux et les temporalités de consommation caractérisant les différentes phases, nous permettent d'entrer de plain-pied dans la notion de frontière, elle-même conçue pour penser les rapports dans le groupe, les rapports au sein d'un même groupe entre deux contextes historiques différents et entre le groupe et les autres. Une frontière qui définit le soi par rapport à l'autre, plus ou moins proche, et une frontière perçue comme ligne de séparation entre des époques dont les contextes historiques, sociaux, religieux ou économiques présentent des modifications réelles ou symboliques. En effet, si comparer les cultures implique de porter son regard sur ce qui inclut et exclut, ce qui démarque les uns des autres, comparer une culture dans son déroulement historique fait également intervenir l'idée de frontière. Ce qui est pratiqué aujourd'hui se distingue des normes et usages précédents. Les mutations dans les croyances et dans les pratiques, et qui seront abordées ici par le biais de l'axe de l'alcool, se présentent souvent comme des lignes de fracture entre un passé et un présent appréhendé en termes d'opposition. Le concept de structure et de contre-structure développé par Victor Turner dans son exploration du phénomène rituel, 7 peut nous aider dans un premier temps à évoquer cette approche du monde, dans laquelle les parties se répondent de part et d'autre d'un axe pensé comme une limite. Dans son ouvrage sur le voyage, Lucien Bernot faisait la remarque suivante: si je préfère le mot limite au mot frontière, ce n'est pas seulement pour éviter l'ambiguïté de ce dernier mais parce que le mot frontière est récent. Il daterait du XIVe siècle et que, pour les populations que nous étudions, cette frontière, cette limite, se présente en fait davantage comme une zone, une marche frontière, une sorte de no man's land, terre à personne, c'est-à-dire terre neutre, que comme une vague muraille de Chine. Bernot 2000/318. De cette définition appliquée à la frontière spatiale, nous conserverons l'idée de zone, car nous serons conduits en permanence à évoquer la fluidité et la relativité culturelle de cette ligne de partage, que ce soit dans l'approche de l'ordre et du désordre, de la norme et de l'interdit, de l'individuel et du collectif, du contrôle social et des transgressions. Mais l'idée de zone, c'est-à-dire d'une étendue, d'un no man's land, nous permet également d'introduire le schéma ternaire mis au point par Arnold van Gennep à propos des rites de passage. La zone considérée marquant le seuil, transition entre deux états, renvoyant toujours à des conceptions d'un état précédant un autre. Seuil ou marge au contour flou, préalable nécessaire au changement d'état, mais dont le franchissement s'assortit d'une série de risques, eux-mêmes perçus précisément comme condition à ce que l'on apparentera à un processus initiatique. La fonction de limite ne trouve sa validité que dans la pratique de son franchissement. Elle est donc étroitement liée d'une part à la transformation opérée entre deux états mais également à l'idée de transgression puisque précisément la limite marque a priori un interdit. Chacun sait que la limite impose un arrêt, un stop, chacun sait que derrière la limite un monde s'ouvre,
chacun sait que le passage de la zone est un chemin d'épreuve et que l'emprunter relève d'une prise de risque qui peut mettre en danger de mort. Chacun connaît la nécessité d'une maîtrise pour s'engager dans l'épreuve du passage et l'aspect transgressif qui accompagne ceux qui se livrent à l'expérience. Cependant, la limite ne présente pas toujours ce caractère extrême. Elle peut être appréhendée d'une manière plus ordinaire lorsqu'elle marque simplement la différence entre les sexes, entre les âges, entre les activités domestiques ou encore entre les temps de l'année par exemple. La notion de frontière revêt aussi une fonction opératoire pour penser les relations entre pratiques dites traditionnelles et d'autres, héritées d'une confrontation avec d'autres modèles. Là encore, les boissons alcoolisées peuvent servir de piste. S'interroger sur la limite ou la frontière n'a de sens que si l'on expose entre quoi et quoi la limite prend son sens. Or, la perspective mise en lumière par Turner repose sur l'idée que tout ensemble social comprend deux formes d'expression qui ne s'opposent pas mais cohabitent nécessairement. Pour résumer très brièvement sa démonstration, il y aurait d'un côté la structure, ce qui est institutionnalisé, et d'un autre la communitas, ce qui échappe à la structure et qui se situerait plutôt du côté du sensible, du spontané. Nous retiendrons comme définition de la structure, ce qui renvoie à des relations institutionnalisées et relativement stables dans le temps. Chez les auteurs en sciences sociales étudiés par Turner, on trouve la notion d'un arrangement supraorganique de parties ou de positions qui, avec des modifications plus ou moins progressives, se perpétue dans le temps, Turner 124. La communitas, elle, semble moins simple à cerner. Pour moi, la communitas surgit là où la structure n'est pas, la communitas a une dimension existentielle, elle engage l'homme tout entier dans sa relation aux autres hommes tout entiers. La structure, au contraire, a une dimension relative à la connaissance, comme Lévi-Strauss l'a perçue. Elle est essentiellement un ensemble de classifications, un modèle pour penser la culture et la nature et pour ordonner sa vie publique, Turner 124 à 125. Il n'est donc pas question ici d'opposer la règle et l'expérience de la vie, mais de souligner deux modalités de gestion des rapports humains qui, malgré leur interpénétration constante, n'en représentent pas moins deux formes particulières. Nous souhaiterions retenir de cette perspective la notion de liberté et de spontanéité dans les relations humaines d'une collectivité. Turner donne l'exemple des hippies et des happenings, qui existent en opposition, en tout cas en dehors d'une structure juridico-politique caractérisant la société et son lot d'institutions. Mais la frontière entre ces deux types de communautés fluctue, la contre-structure pouvant se transformer très rapidement en communitas normative. Ce modèle, tout comme le modèle nietzschéen opposant caractère dionysiaque et apollinien, abordé dans un prochain chapitre, nous aidera à percevoir les formes de pensée et de vécu qui ont la prise d'alcool pour enjeu, et qui sans cesse oscillent entre mesure et démesure, entre normes et dérèglements, entre objectivité et subjectivité, entre principe et affect, dans un périlleux exercice d'équilibre. Et c'est bien parce que les codes sociaux mettent en scène le déroulement du quotidien, qu'ils situent les sphères du licite et de l'interdit selon les circonstances, que nous serons amenés à explorer les divers registres du social et de l'imaginaire, à décliner des thèmes qui tous auront en commun l'idée d'un partage du monde, même quand ce partage ne présuppose pas une discontinuité dans l'organisation des éléments, ce qui est souvent le cas dans la pensée traditionnelle qui ne voit pas de rupture par exemple entre un ici-bas et un au-delà, les hommes et les femmes, etc. Mais voilà aussi pourquoi nous ne pourrons jamais donner de définition précise de la limite, et qu'en fonction des situations elle prendra une forme ou une autre. Peut-être pouvons-nous retenir l'image d'une figure déformée et mobile, dont les contours se transforment comme ceux d'une goutte d'huile au contact de l'eau. La notion d'équilibre, seuil, norme des mesures. Se pencher sur les différentes catégories mises en forme pour décrire le monde environnant oblige à réfléchir à la manière dont chacune s'articule avec les autres et par là, à évoquer la notion d'équilibre indissociable de la bonne marche de l'ensemble. Aucune des sphères du vécu ou de l'imaginaire n'existe en dehors de la perception des autres. C'est pourquoi la discipline anthropologique a conçu son programme autour du maître-mot de relation, sachant que les composantes qu'elle étudie n'existent pas en tant que symbole direct mais bien dans leur relation. Évoquer la relation oblige le chercheur non seulement à identifier les éléments en présence, sphère du vécu ou de l'imaginaire, mais aussi à appréhender ce qui fait lien, ce qui relie et partant de là,
les systèmes de communication et les phases de transition, ces états de passage que l'on abordera sous l'angle de leur orchestration, leurs dangers, leurs enjeux. Dans l'axe des alcools, la notion d'équilibre qui préside à la relation entre des mondes pensés en continuité, ou plus précisément en contiguïté ou en opposition, hommes-femmes, humains-animaux, domestiques-sauvages, humains, divinités, sociales, individuelles, malades, saints, comportements anomiques ou festifs, sacrés, profanes, etc., sera particulièrement opérante pour établir les modèles normatifs et leur envers que l'on peut synthétiser dans la notion de désordre liée généralement à la démesure. Qu'est-ce qui fait la norme, l'excès, le bien boire, le mal boire ? Pourquoi la prise d'alcool renvoie-t-elle toujours à l'idée d'un SAS, d'un entre-deux, qui assure la jonction entre deux ensembles au sens mathématique, le monde de l'ordre et son contraire ? Pourquoi ce SAS est-il forcément lié à un principe transgressif et en quoi la transgression est-elle promesse de vie ou de mort en fonction de la maîtrise des équilibres ? Le terme même de désordre signifie une négation et le désordre est perçu comme un non-ordre. Pourtant les représentations du monde se définissent par une tension continuelle entre ordre et désordre. Penser le désordre équivaudrait ainsi à penser l'ordre par rapport au désordre, mais aussi l'engendrement perpétuel et réciproque de ces deux états opposés. Nous aborderons la notion de désordre au sens que lui donne Bergson. Il n'est pas une absence d'ordre, il est un ordre non désiré et dans ce sens, il présente un caractère tout aussi positif que l'ordre. Georges Ballandier se demande de quelle manière une certaine organisation peut naître du chaos. Comment du nouveau parvient-il à surgir de l'ordre et à échapper aux contraintes que celui-ci définit ? En fait, chaque société répond à sa manière à cette interrogation qui pose une double problématique, celle d'un ordre dans le désordre et celle d'une nouvelle modalité engendrée par ce dernier. Aucune société ne peut être purgée de tout désordre, il faut donc ruser avec lui à défaut de pouvoir l'éliminer. C'est la tâche du mythe et du rite. Il le traite afin de lui donner une figure maîtrisable, de le convertir en facteur d'ordre ou de le déporter dans les espaces de l'imaginaire. Par des procédures où la transgression et l'inversion opèrent principalement, ils deviennent les instruments qui permettent de tenir ensemble ordre et désordre, à la façon même dont la Grèce ancienne associait mesure et démesure, raison et excès dionysiaque, toutes les cultures font en quelque sorte la part du feu, toutes les traditions comportent ces deux aspects indissociables. Ballandier, 1988/35. Mary Douglas relevait également dans ses travaux la fonction vitale du désordre. S'il est admis que le désordre détruit l'agencement des matériaux, il n'en demeure pas moins qu'il lui fournit ces matériaux. Qui dit ordre, dit restriction, sélection des matériaux disponibles, utilisation d'un ensemble limité parmi toutes les relations possibles. Inversement, le désordre est par implication illimité, il n'exprime aucun agencement, mais il est capable d'en créer à l'infini. Le désordre est donc symbole tout à la fois de danger et de pouvoir. Douglas, 1992/111. Ce rapport du désordre à la créativité nous intéresse dans la problématique des alcools car il surgit dans toutes les illustrations relatives à l'ivresse pensée, quand elle est vue positivement, comme une source d'inspiration. Pourquoi établit-on un parallèle entre le désordre et la créativité ? Probablement parce que celui-ci se manifeste dans le mouvement. L'ordre apparaît par contraste comme un mouvement maîtrisé, figé, statique alors que le désordre générant le mouvement libère toutes les formes, annule les frontières, dilue les structures. Le caractère illimité et créatif du désordre, dont le premier modèle se calque sur la création du monde à partir d'un état indifférencié, d'un chaos originel, présente une part de danger et rappelle que le franchissement de l'ordre au désordre, s'il implique un risque, s'accompagne nécessairement d'une prise de pouvoir. Or ces deux éléments, danger et pouvoir, se situent dans cette zone de fracture qui renvoie à l'acte de transgression. Si la transgression fait référence à ce qui fait loi, la loi de son côté nécessairement appelle à la transgression. Freud a vu là une des manifestations du désir. Le désir de transgression persiste là où s'applique l'interdit, l'homme se situant toujours dans un périlleux exercice d'équilibre entre deux tendances en conflit, l'obéissance à la loi et le désir de transgression. L'équilibre qui s'établit entre la loi et la transgression trouve sa place alors dans ce qui fait seuil entre les mondes, engendrant, s'il est atteint, une nouvelle modalité d'existence qui se repère. C'est ce que nous verrons sur le terrain, dans une régénération, un nouveau mode d'être, une métamorphose. Mais quand l'équilibre ne peut être maintenu, c'est la mort qui s'installe.
Ainsi, la gestion de l'équilibre se situe dans la sphère de ce que Turner a nommé la liminarité. S'appuyant sur la théorie de Van Gennep, il invite à considérer à la fois ce qui fait la spécificité du seuil mais aussi celle des individus qui se trouvent dans cet entre-deux. Les attributs de la liminarité ou des personnes en situation liminaire, les gens du seuil, sont nécessairement ambigus, puisque cette situation et ces personnes échappent ou passent au travers du réseau des classifications qui déterminent les états et les positions dans l'espace culturel. Les entités liminaires ne sont ni ici ni là, elles sont dans l'entre-deux, entre les positions assignées et ordonnées par la loi, la coutume, la convention et le cérémonial. Turner, 1990/96. Le seuil se part d'un statut très particulier parce qu'il n'entre pas dans le système structuré de la société ordinaire. Nous sommes en présence dans de pareils rites, d'un moment dans le temps et hors du temps, dans et hors de la structure sociale séculière, qui révèlent bien que de manière fugace, une certaine reconnaissance, dans le symbole sinon toujours dans le langage, d'un lien social global qui a cessé d'être et qu'il faut en même temps néanmoins, morceler en une multiplicité de liens structuraux. Turner, 1990/97. Cela ne revient pas à opposer sacré et profane, mais plutôt selon la formule de Turner, communitas, dans le sens air de vie commune, à structure, autre manière de formuler l'opposition notée ci-dessus entre structure et contre-structure. Or, la communitas s'introduit par les interstices de la structure, dans la liminarité, sur les bords de la structure, dans l'infériorité. On la tient presque partout pour sacrée ou sainte, peut-être parce qu'elle transgresse ou dissout les normes qui gouvernent les relations structurées et institutionnalisées et qu'elle s'accompagne de phénomènes où l'on fait l'expérience d'une puissance sans précédent. Turner, 1990/125. Ce dérèglement n'est pourtant que temporaire, contrairement à la structure dont nous avons souligné la stabilité dans le temps. Dans le cas proposé, il s'agit d'une communauté de personnes qui par leur comportement libéré de la contrainte formelle, transgressent cette dernière et se situent de fait dans une position liminaire mais provisoire, qui n'a d'autre perspective que sa propre transformation. Nous sommes tout à fait là en présence de la définition de ces périodes de marge décrites par Van Gennep qui font lien en même temps que fossés, mais toujours situés dans un temps donné, plus ou moins long mais toujours déterminé, entre un état antérieur et un suivant différent. Or, toutes les marges sont dangereuses. En les tirant dans tel ou tel sens, on modifie la forme de l'expérience fondamentale. Toute structure d'idées est vulnérable à ces confins. Douglas, 1982/137. La fonction transgressive n'est en effet rendue possible que par la relative fragilité de la loi. Celle-ci n'est jamais totalement imperméable ni définitive, et la transgression, en bousculant la loi, permet le passage à un nouveau système. Ainsi, non seulement le désordre est créatif parce qu'il est mouvement, mais de surcroît sa position face à la structure, à l'ordre, le rend nécessaire socialement. La dialectique de l'ordre et du désordre doit être décryptée comme résultant d'une solidarité. Cependant le seuil qui les sépare indique un état qui abrite la norme légitime, et un au-delà duquel s'ouvre un océan inquiétant. Il n'existe pas en matière de consommation d'alcool de seuil quantitatif objectif, autre que normatif entre l'us et l'abus d'alcool. La norme du boire, c'est-à-dire la normativité qui définit la consommation normale, prend aussi son sens par rapport à un dépassement visible des bornes qui marquent à la fois les limites extérieures et le contenu intérieur. Ansel, Gosso, 1998/137. Chaque société met en place une mesure étalon, procédure normalisée pour marquer un idéal d'équilibre. La mesure que nous évoquerons dans notre étude renvoie au cas de la consommation d'alcool, visant d'une part à préserver le cadre social, la loi, et d'autre part à le pérenniser. L'observation de la mesure garantit le bon fonctionnement du groupe, et chaque société va se trouver confrontée au problème de la conformité du comportement de ses membres à l'ensemble des prescriptions. Le contrôle social joue ainsi un rôle de garant des équilibres, chacun se reconnaissant comme relevant et pourvoyeur d'un même système normatif. Nous pouvons dès à présent retenir de ces informations les points suivants: structure, contre-structure égale règle, liberté, spontanéité collective. Stabilité dans le temps de la structure, provisoire de la contre-structure. Caractère transgressif de la communitas, structure. Liminarité de la contre-structure, mais qui peut selon les cas s'introduire dans la structure jusqu'à devenir une communitas normative.
Le modèle nietzschéen entre tempérance et démesure, Apollon et Dionysos. Apollon et Dionysos synthétisent l'ensemble des composantes évoquées jusqu'ici. Respectivement emblèmes de la mesure et de la démesure, ils sont aussi l'affirmation de la limite, du contour précis pour Apollon et de l'absence de barrière pour Dionysos. Mais pour Nietzsche, si Apollon symbolise l'apparence, l'architecture des règles, le principe d'individuation assorti de la conscience de soi, la mesure, les mots, Dionysos par contraste représente la vérité, le noyau intime des choses, la communauté, la démesure, les émotions. La démesure serait-elle donc vérité ? Oui, si on considère dans la perspective de Nietzsche que l'homme dionysiaque se caractérise par la liberté, l'harmonie, l'absence de barrières, devenant lui-même Dieu. Il n'est plus artiste mais œuvre d'art. La vérité serait contenue dans la perception de l'essence des choses, et la comparaison établie par Nietzsche entre la musique et la part dionysiaque rend explicite cette position. Apollon m'apparaît comme la vertu de transfiguration inhérente au principe d'individuation, qui seul permet une rédemption par l'apparence, tandis qu'à l'appel mystique de la jubilation dionysiaque, le lien de l'individuation se rompt et la voie s'ouvre qui mène aux mers de l'être, au noyau intime des choses. Nietzsche 106.8. La différence entre les arts plastiques et la musique est là, car tous les efforts, toutes les émotions et toutes les manifestations du vouloir, tous les phénomènes intérieurs à l'homme que la raison classe sous la vaste rubrique négative du sentiment, peuvent être exprimés par l'infinie multitude des mélodies possibles, mais toujours en termes généraux et purement formels, privés de leur substance, toujours selon leur essence et non selon leur apparence, selon leur âme intime et non selon leur corps. Cette relation de la musique avec l'être vrai des choses explique aussi que dès qu'une musique adéquate accompagne une scène, une action, un fait, un décor, elle semble nous en révéler la signification la plus secrète, elle en est le commentaire, le plus juste et le plus précis. Nietzsche 56. Chaque homme contient une part apollinienne et une part dionysiaque, mais c'est dans cette seconde que réside l'essence des choses. Or Dionysos incarne à la fois cette profondeur de la réalité et le jaillissement de la vie. Il est printemps, symbole de l'orgie sexuelle et des émotions fiévreuses. Il est dieu du vin et de l'ivresse. En lui se trouvent associées liberté, vie, chaleur, renaissance, conditions du rapprochement avec la divinité. Il est lui-même né 2 fois, humain et divin. Tout cela au prix d'un comportement marqué par la démesure, le désordre, l'anéantissement des frontières. Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'au désordre il nous fallait associer l'idée de mouvement, préambule à toute création. La démence de Dionysos signifie le tumulte de la vie tout autant que l'accès à la connaissance. Plutarque rappelle que la démence s'avère la condition à l'accès d'un savoir mystérieux et Dionysos a joué un rôle important dans l'âme antique. Dionysos est expressément désigné comme le frénétique, le dément et en ce sens il renvoie à l'énigme de la vie qui s'engendre elle-même à nouveau. Qui crée quelque chose de vivant, doit s'enfoncer dans les profondeurs primordiales où résident les forces de vie. Et quand il émerge, une lueur de folie brille dans ses yeux parce que dans les profondeurs la mort vit ensemble avec la vie. Le tourbillon et le frisson de la vie doivent leur profondeur à l'ivresse de la mort. Chaque fois que la vie s'engendre à nouveau, le mur qui la sépare de la mort s'écroule momentanément. Otto 145. Nous sommes bien dans la configuration d'une opposition entre structure et liberté. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.